Alors Stéphane Pourchet, je l'évoquais, vous êtes le directeur adjoint associé chez Erez, qui est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine national, mais qui a une implantation dans le 6e arrondissement de Lyon. Alors votre portefeuille client se compose principalement de chefs d'entreprise, de cadres dirigeants, de professions libérales, de retraités, et puis quelques associations et des holdings patrimoniales. Alors en tant que gestionnaire de patrimoine, les décisions en ce moment, elles ne doivent pas être très simples à prendre avec tout ce qui se passe économiquement. Alors, en fait, en matière de gestion de patrimoine, les décisions, elles ne sont jamais simples. Effectivement, la période est encore un peu plus compliquée maintenant, mais en fait, le vrai plus de notre métier, c'est qu'on accompagne sur la durée. Et je crois que dans la conférence, la toute première, on a parlé du temps long. Et en matière de gestion de patrimoine, on parle évidemment de temps long, ce qui signifie qu'il y a effectivement des meilleures périodes pour investir ou désinvestir. Il y a des meilleures périodes pour avoir tel ou tel actif, mais il n'y a pas la période. Donc cette période, elle est plus compliquée maintenant alors, elle est plus compliquée parce que c'est plus compliqué pour toutes les classes d'actifs, malheureusement. Mais le paradigme vient vraiment de changer. Et cette période, elle est aussi intéressante dans ce sens-là, c'est qu'on doit faire des réajustements. Et dans son patrimoine, il y a matière aujourd'hui à faire beaucoup de réajustements. On dit souvent que l'immobilier, particulièrement en France, c'est une valeur refuge. Dans le contexte d'instabilité économique, de taux d'emprunt compliqués, on n'arrive plus bien à y voir clair, est-ce que c'est encore le moment de placer son argent dans l'immobilier en France et plus particulièrement à Lyon? Alors, ça dépend. Ça dépend de quel immobilier on veut acheter, ça dépend de ce qu'on veut en faire, et ça dépend du temps qu'on a devant soi. Il y a au moins deux types d'immobilier. La résidence principale. Pour nous, dans le patrimoine, il y a la résidence principale qui est évidemment quelque chose qui est très subjectif. Et puis il y a l'investissement immobilier, où là, clairement, il y a des chiffres derrière et où il faut être peut-être un peu plus froid. De la rentabilité. Exactement. Okay. Sur la résidence principale, est-ce que c'est le moment d'acheter? Oui. Si vous avez envie de faire... on entend les professionnels de l'immobilier dire c'est toujours le bon moment. C'est toujours le bon moment, puisque en fait, c'est un vase qui se remplit, un vase qui se vide. C'est-à-dire que si vous achetez haut, dans 10 ans, peut-être que vous revendrez plus haut. Et le marché, de toute façon, il faudra remplacer par une nouvelle résidence principale. Donc, même si là, il y a des ajustements de prix qui peuvent s'opérer en 2023. Alors, on peut peut-être attendre un petit peu. Mais quelque part, si vous avez envie d'être propriétaire pour votre cadre de vie, il n'y a pas de bon timing. Voilà. Alors, peut-être effectivement que, compte tenu du contexte, on pourra attendre quelques semaines, voire quelques mois, parce que le temps est aussi un peu plus long pour les vendeurs et du coup, les acheteurs ont repris un petit peu la main. Voilà, c'est peut-être intéressant pour des acquéreurs d'attendre effectivement le printemps 2023 ou quelque chose comme ça. Peut-être, mais si on se projette sur quelques années, on ne va pas se dire... on va attendre la fin de la crise, ou on va attendre la fin de l'inflation, ou on va attendre la fin des remontées des taux parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça interviendra pour acheter sa résidence principale. Si on est dans ce projet-là, il faut effectivement faire les choses, il faut faire les démarches. Après, voilà, c'est un jeu de négociation, 2 semaines, peut-être 2 mois, mais pas d'années en tout cas. Après, quand on est en termes d'investissement, en phase d'investissement, ouais. Quand on est en phase d'investissement, alors là, les choses sont presque plus claires. On va regarder effectivement la rentabilité. Et cette rentabilité, elle est évidemment entachée par à minima deux variables, le prix de l'achat et les taux d'intérêt, puisque en règle générale, quand on fait de l'investissement, on investit à crédit, ou en tout cas on contracte à minima une partie de crédit. Et là, pour le coup, on a 2 variables qui ont sensiblement convergé ou divergé, puisqu'on a des prix qui sont relativement hauts, et où on arrivait jusqu'en fin 2022 à avoir des rentabilités encore correctes, même en cœur de Lyon. Donc là, quand vous parlez de rentabilité, on parle de rentabilité à court terme sur le loyer qu'on va pouvoir pratiquer en face. Exactement. Ou sur le potentiel de plus-value à terme? Non, sur uniquement la rentabilité du loyer, puisque le potentiel de plus-value à terme, on ne le connaît pas, donc dans le patrimoine, on ne le valorise pas en fait. Okay. Voilà. En tout cas, donc on parle bien du loyer qu'on va venir mettre en face du logement qu'on a acheté. Exactement.
si possible, qui va couvrir la créance, voire la Alors, ça fait longtemps que c'est plus le cas. Compliqué, mais l'objectif, c'est ça. Mais l'objectif étant celui-là. Donc là, vous disiez, fin 2021, on arrivait encore à dégager un petit peu de rentabilité. Oui, parce qu'on avait des niveaux assez élevés de prix, mais on avait du crédit qui était, allez, on va donner le terme, gratuit, et on avait des loyers qui étaient libres. On a changé un petit peu la donne, puisque les loyers ont été encadrés. Alors, ça vise notamment les toutes petites surfaces, hein, parce qu'après, derrière, après, avec la majoration des 20% et ainsi de suite, on arrive quand même à être dans des prix de marché relativement corrects. On a eu surtout, depuis début 2022, une remontée des taux qui a été... Donc des taux d'emprunt, voilà, et on l'a vu, qui a été accéléré par la guerre en Ukraine, notamment oui, à partir de février-mars. À partir de février-mars, ça a accéléré, mais j'ai envie de dire, attention aux amalgames, ce n'est pas la remontée des taux en France qui est le corollaire de la guerre en Ukraine, comme l'huile de colza ou d'autres matériaux. Non, c'est véritablement... En fait, on était déjà fin 2021 dans un spectre économique où on sentait quelque part l'inflation repartir. Mais cette inflation, en fait, elle était la résultante de la très forte croissance post-Covid et des problèmes de supply chain, donc d'approvisionnement, qui rendaient beaucoup plus cher les matériaux et les matières premières. Et donc, on a commencé à voir ça. Le problème de l'inflation, c'est que dès lors que vous avez un facteur qui se rajoute, cette inflation continue. Et les banques centrales, en fait, ont vraiment cette hantise de l'inflation, parce que d'abord en Europe, on a eu déjà un cas, et notamment en Allemagne, où ils ont été marqués au fer rouge, et donc l'inflation a été jugulée obligatoirement à 2%. Là, on est au-delà de 2%, et elle voulait surtout attendre pour savoir si cette inflation était auto-alimentée par la hausse des salaires. Ce qui n'a pas été tout de suite le cas en Europe, ce qui n'est pas encore exactement vraiment le cas en France, mais ça a été assez rapidement le cas aux États-Unis. Et alors, on ne va pas rentrer parce que sinon il y en a pour 3 heures de cours d'économie. Mais dès lors qu'un continent où, en tout cas, les États-Unis remontent leurs taux, ça influe évidemment sur le prix de leur monnaie. Oui. Et donc, quelque part, l'Europe est aussi obligée de suivre en remontant ses taux. Parce que sinon on a une monnaie qui se déprécie, puisque l'argent placé en dollars est bien mieux rémunéré que l'argent placé en euros, et donc forcément il faut rattraper un petit peu l'écart. Et c'est ce qu'on a vu là, en juillet la BCE a augmenté de 0,5 points son taux directeur, et qu'il a été à nouveau rehaussé de 0,75 points en septembre. Donc le coût de l'argent est de plus en plus élevé. Justement, vous parliez des investisseurs, au-delà d'acheter sa résidence principale, si on souhaite faire de l'investissement, si on est un petit peu, pour jargonner comme un gestionnaire de patrimoine, si on est dans sa deuxième phase patrimoniale, celle où on va chercher à placer de l'argent et potentiellement tirer des revenus à terme. Est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres alternatives que l'immobilier à Lyon, où on peut encore miser dessus ? Alors, oui, il y a d'autres alternatives. Il y a Lyon, il y a sa région, parce qu'il y a aussi d'autres zones où les prix sont un petit peu moins importants et où on est quand même en tension locative. Parce que quand on est investisseur, il faut forcément aller chercher. Alors, il y a cet adage dans l'immobilier où il y a 3 choses importantes: l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Oui. Ça, c'est vrai pour tout investisseur qui se respecte. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on n'est pas à Lyon 6e qu'on a un mauvais emplacement. Voilà, il y a aujourd'hui des emplacements et des zones locatives qui sont assez tendues, pour les raisons que vous aviez évoquées par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont parties du centre-ville de Lyon parce que télétravail, parce que du temps partiel et ainsi de suite, et donc qui se sont éloignés. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont en mobilité. Et donc certaines zones un peu plus loin de Lyon sont aussi intéressantes. Tout à l'heure, on a une dame qui nous parlait de l'Est lyonnais. L'Est lyonnais, par exemple, ça a été un des derniers bastions d'investissement rentable. Les prix ont beaucoup augmenté, mais à raison, hein, puisque les infrastructures se sont énormément développées là-bas. Alors,
on ne reparlera pas du Groupama Stadium, mais le tram, il y a eu beaucoup d'entrepôts logistiques et ainsi de suite. Ça a vraiment dynamisé cet Est lyonnais, contrairement à l'Ouest où il y a quand même beaucoup moins d'infrastructures, mais où naturellement c'était peut-être déjà un peu plus bourgeois, donc un peu plus cher. Il y a d'autres manières évidemment d'investir dans l'immobilier, c'est ce qu'on appelle ou ce qu'on a appelé, je ne sais pas, la pierre papier. Donc vous n'investissez pas, voilà, SCPI, SCI, il y a maintenant des OPCI. On prend des parts dans ces fonds, on met un ticket de environ 5 000 €. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une manière d'investir comme on peut investir éventuellement dans des fonds communs de placement, dans les obligations ou dans les actions. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un ticket à 100, 150 000, 200 000 €, mais on peut mettre 10 000 ou 20 000 € en placement immobilier et où en fait ce fonds-là va investir dans des hôtels, dans des plateformes logistiques, dans des bureaux, dans des résidences seniors, dans des résidences médicalisées, et vont délivrer en fait les loyers qu'ils perçoivent eux-mêmes. Alors évidemment un petit peu moins puisqu'il y a des frais de fonctionnement et des frais de structure, mais ça permet d'avoir des tickets d'entrée qui sont moins importants que l'immobilier physique. Ça permet d'avoir des rentabilités qui sont quand même relativement visibles puisqu'on est sur des baux qui sont très longs, et puis ça permet surtout de ne pas gérer les locataires. On n'a pas les inconvénients de la gestion locative. Exactement. Alors, si on reste, on veut quand même investir à Lyon, on est attaché à avoir de la pierre à Lyon et donc louer derrière, est-ce qu'il y a des montages qui permettent d'optimiser un petit peu sa fiscalité? Aujourd'hui, de quoi on dispose dans l'arsenal fiscal? Il y en a plein. Ça dépend de votre situation. Voilà. Donc ça dépend des revenus, ça dépend des revenus, ça dépend de la situation patrimoniale déjà existante, c'est-à-dire que si c'est votre premier achat immobilier, vous n'aurez pas les mêmes possibilités que si c'est votre 10e ou 15e bien immobilier. Il y a évidemment une loi qu'on connaît tous et qui est accessible à tous et qui permet d'investir, j'ai envie de dire, dans le neuf avec des rentabilités relativement correctes encore, parce que c'est le prix de marché aujourd'hui, qui s'appelle la loi Pinel. Alors qui va perdre un petit peu de sa superbe fin 2022, 24. Début 2023 et 2024. Oui, exactement, puisque le bénéfice fiscal va être un petit peu réduit. Il y a également, on en parlait tout à l'heure, investir dans l'ancien pour faire des travaux et bénéficier de ce qu'on appelle, alors c'est pas une loi fiscale, mais c'est ce qu'on appelle le déficit foncier, c'est-à-dire que les travaux sont déductibles, vont créer du déficit qui est reportable, lui, donc sur les revenus fonciers. On efface les revenus fonciers. Voir si on n'a pas de revenus fonciers suffisants, on va pouvoir reporter ce déficit pendant une dizaine d'années. Donc il y a un arsenal qui peut optimiser, mais attention, ça reste juste une optimisation, ça ne doit pas être le fait déclencheur de l'investissement. D'accord. Voilà, le fait déclencheur de l'investissement, ça doit rester l'emplacement, comme vous le rappelez. Ça doit être d'abord la diversification, parce que dans une gestion de patrimoine, on doit être diversifié et l'immobilier doit faire partie de cette diversification. Et encore une fois, je le dis bien parce que vous l'avez rappelé, la pierre est un grand bien patrimonial en France. Ouais. C'est un actif parmi tant d'autres. Ça ne doit pas être l'actif unique. Mais évidemment que l'immobilier doit faire partie d'un patrimoine. Donc c'est d'abord la diversification, ensuite la rentabilité. Et enfin, évidemment, s'il y a cette cerise sur le gâteau qui est l'avantage fiscal, évidemment qu'il faut l'étudier. Alors on dit un dernier mot rapide sur le contexte, encore une fois. Donc on l'a évoqué, en augmentant son taux directeur, la BCE, elle rend le coût de l'argent un peu plus élevé, c'est-à-dire que les banques commerciales, quand vous contractez un crédit immobilier, elles s'approvisionnent à la BCE qui leur prête de l'argent avec un taux d'intérêt un petit peu plus cher. Résultat, le crédit immobilier est plus cher pour le particulier. L'objectif de la BCE, c'est de contrer l'inflation comme ça, finalement en ralentissant un petit peu la demande. Le risque, c'est qu'on tombe dans une récession. Quand on parle d'investissement dans un contexte récessionniste, ça suppose des inquiétudes de la part des investisseurs. Vous leur conseillez de miser sur quelle valeur, d'agir comment dans ce contexte-là, si on y vient? Alors, c'est toujours compliqué parce que d'abord, des périodes de récession, il y en a très peu. Enfin, il y en a moins que des périodes de croissance, tant mieux d'ailleurs. Et elles sont souvent beaucoup plus courtes. La question, j'ai envie de dire, elle vaut pour les gens qui ont aujourd'hui du cash à investir. Pour les gens qui sont investis déjà, et on l'a dit en préambule, en fait, aujourd'hui, nous, on regarde avec nos clients ce qu'on peut imaginer comme étant une réallocation d'actifs, ou en tout cas sur des actifs qui, compte tenu du contexte actuel,
seront peut-être sur une durée de 5 à 10 ans moins rentables que des actifs qui redeviennent un petit peu plus attractifs. J'en veux pour preuve, depuis, je ne sais pas, je crois que c'était 2011, la dernière remontée des taux assez forte. C'est crise de la zone euro, donc 2011-2013. Ouais, c'est ça. Depuis 2011, en fait, on est en perpétuelle baisse des taux. Qui dit baisse des taux dit une baisse des rendements, de l'argent qui ne circule pas, mais qui dit hausse des prix des obligations. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans le cours. Mais on avait là, quelque part, bénéficié pendant quelques années d'une période où finalement vous pouviez avoir des obligations. Ça ne vous rapportait pas grand-chose en facial, mais ça vous apportait de la plus-value. Or, le principe d'une obligation, c'est véritablement d'avoir du rendement et non pas de la plus-value. Depuis cette remontée forte des taux, on a eu une baisse très significative du prix des obligations. Très significative, c'est qu'aujourd'hui, je crois que même en 90, le crack obligataire de 90 n'était pas de cette même ampleur. D'accord. Puisque depuis début 2022, le prix des obligations a baissé à peu près de 20 à 25%. Donc ça a un impact, par exemple, sur les rendements des assurances-vie. C'est un impact sur les rendements futurs des assurances-vie, puisque les fonds euros sont essentiellement investis en obligations. Mais cette remontée forte des taux nous donne aussi des nouvelles perspectives, puisque les nouvelles obligations qui sont émises actuellement offrent des rendements qui sont presque supérieurs à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, mais qui seront visibles dans 7, 8 ans. Et qui seront visibles alors maintenant, mais pendant 7, 8, 9, 10 ans. D'accord. Donc aujourd'hui, on se dit, est-ce que ça vaut encore le coup, par exemple, d'avoir... je vais prendre l'exemple tout à l'heure d'un bien immobilier avec une performance énergétique en E, F ou G, sur lequel j'ai un rendement de 4-5% peut-être, mais sur lequel je vais faire des investissements. Ou est-ce qu'il vaut mieux vendre ça et avoir aujourd'hui de l'obligataire qui me rapporte du 5-6%, sachant que l'obligataire, c'est un prêt d'argent qu'on fait à Nestlé, Danone, Total. Et donc, où on a un rendement qui est certain pendant une dizaine d'années. Donc, voilà, l'arbitrage qu'on peut faire, nous, c'est se dire, est-ce que cet actif-là, pendant ce temps qu'on va avoir, est-ce qu'il faut continuer à l'avoir dans son patrimoine ou est-ce qu'il vaut mieux l'arbitrer? Dernier petit point, parce que je vois que c'est terminé. L'immobilier est une valeur sûre. L'immobilier doit être présent dans les patrimoines des Français. Mais attention, l'immobilier est un actif. Ça veut dire qu'on peut aussi l'arbitrer. Et il fait partie d'un marché économique, donc avec ces fluctuations. Exactement. Merci Stéphane Pourchet pour vos éclairages. Je vous restez sur scène parce qu'on a prévu un petit temps d'échange. Je ne sais pas si dans le public, certains d'entre vous auraient des questions à poser à Stéphane Pourchet. Je rappelle qu'il est spécialiste de la gestion de patrimoine sur Lyon. Si certains veulent en profiter pour lui demander des conseils, c'est le moment. Personne ? Pas de questions. Bon, si, petite question de monsieur. Oui, quand on dit que la pierre, c'est une valeur sûre, quand on voit les personnes qui investissent et qui louent et qui voient leur maison squattée et qui sont dans l'impossibilité de récupérer leur logement, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une valeur sûre avec les lois. C'est le risque de tout investissement. Celui-là, vous ne l'aviez pas vu venir, ce risque-là. C'est vrai que le terme est peut-être pas approprié à 100%. Dans chaque actif, il y a un risque. L'immobilier comporte évidemment des risques. Le prix, la non-location, le squat. Mais j'ai envie de dire, c'est des choses qui sont quand même marginales. Enfin, c'est des situations qui sont très marginales. Et dès lors que, alors, pour nos clients, on n'a pour le coup jamais eu le cas. J'allais vous demander, parmi vos clients, c'est en règle générale souvent des propriétaires qui laissent vides des appartements pour X, ou voire même plutôt des maisons d'ailleurs que des appartements pour X ou X raisons. Des appartements qui sont loués de manière récurrente, on a quand même rarement ce cas. Évidemment, on a eu d'autres cas qui est, alors je ne sais pas si ça répond à la question et si c'est dans ce contexte-là, mais on a évidemment des locataires qui ne payent pas les loyers. Et la loi aujourd'hui est quand même plutôt protectrice pour les locataires que pour les propriétaires.
Et c'est effectivement des situations qui sont délicates, mais ça n'influe en rien quelque part sur ce qu'on peut considérer comme étant une valeur sûre, parce que derrière l'immobilier, il y a quand même une valeur, il y a quand même un actif tangible, et même s'il y a certains soucis sur la location ou la non-paiement de la location, il y a toujours une valeur quelque part derrière. Sur les loyers impayés, il y a les assurances loyers impayés qui se sont pas mal développées, il y a la garantie Visale. Exactement, il y a ça, il y a aussi la caution qui marche très très bien, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un mauvais payeur. Et après, si on est effrayé, comme monsieur peut l'évoquer, d'avoir un squat, si on investit par exemple dans la pierre papier, est-ce qu'on a des rendements qui sont équivalents ou pas? Alors, on est à l'abri évidemment des squats quand on est dans la pierre papier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une SCPI diversifiée et de taille correcte. Alors, pourquoi de taille correcte? C'est qu'en fait, on a déjà des immeubles qui sont acquis. On a quelque part peut-être des SCPI qui font attention à leur collecte, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas acheter forcément toujours au prix fort et qui ont un nombre de baux qui est assez important. On va tourner sur des rentabilités, alors avant fiscalité, puisque là pour le coup on est sur la fiscalité des revenus fonciers, on va être sur des rendements entre 4 et 5, 5,5. Donc ça reste des rendements corrects et plausibles pour de l'immobilier. Une autre question, monsieur également. Avec le réchauffement climatique, le niveau du littoral, le niveau de la mer qui monte, donc le littoral menacé, et les maisons qui se fissurent dans l'Est, que pensez-vous de la valeur sûre de l'immobilier? Est-ce que vous conseilleriez d'investir encore en bord de mer? C'est ça, Et puis même dans le Grand Est, les maisons qui se fissurent dans tous les villages. On a droit à des jokers ou pas? Non. Oui, c'est un élément à prendre en compte de toute façon. C'est un élément à prendre en compte. Après, quand vous investissez, alors potentiellement sur le bord de mer, évidemment que votre bien immobilier vaut plus cher si vous êtes dans le front de mer que quand vous êtes à 15 km de la mer. Si évidemment vous êtes sur les hauteurs niçoises, ça sera plus safe que si vous êtes les pieds dans l'eau, parce que dans 5, 10, 15 ans, c'est un temps que je ne maîtrise pas et que personne ne maîtrise, on aura peut-être gagné 50 ou 60 cm d'eau en plus et de plage en moins, donc peut-être certains auront les pieds dans l'eau. Voilà, c'est un élément à prendre en compte. C'est un élément à prendre en compte, évidemment, mais encore une fois, on est sur des choses qui sont presque marginal à l'échelle de l'investissement immobilier. Après, là, on sur parle tout le territoire. d'investissement plaisir. C'est vrai que l'achat plaisir, ça concerne voilà, quelques ou pas, personnes. Parce qu'on a quand même des résidences de tourisme qui font partie de l'investissement et sur lesquelles vous n'allez pas habiter et sur lesquelles on a des beaux commerciaux. Mais oui, quelque part, il y a un risque. Donc je retire le terme joker. Sûr. Mais à l'inverse, la question de monsieur peut être valable pour les investissements en station, tout proche de chez nous, où avec l'enneigement, ça risque d'être compliqué à terme. Alors là on a une vraie question, et surtout en tant que conseil, c'est que effectivement pour les gens alors il y en a beaucoup moins, parce que d'abord il y a plus l'attrait fiscal. Puisque cette loi-là a disparu. Mais effectivement, il y a ce conseil-là de dire attention quand on investit en montagne. Alors même si la population de la montagne a beaucoup évolué, il y a de plus en plus de tourisme qui y vont en été, donc forcément il y a aussi cette rentabilité locative, mais attention dans quelle station vous allez, parce qu'à partir effectivement de toutes les stations qui sont en dessous de 2000 mètres aujourd'hui, c'est une chance sur 2, voire une chance sur 3 d'avoir de la neige et donc d'avoir beaucoup moins de locations. Attention aussi à l'emplacement, parce qu'aujourd'hui, autant à la mer, on peut accepter de faire 2, 3, 4, 5 km, autant quand on est une semaine à la montagne, on a envie d'être ski au pied, et tout ce qui se construit à 5-10 km où il faut prendre la voiture, c'est beaucoup moins attractif. Donc là, c'est notre rôle de conseil, clairement. Quand on a un programme, il faut l'étudier sur toutes ses coutures et non pas que sur la partie rentabilité. Mais là, encore une fois, l'emplacement. Toujours l'emplacement. Encore une dernière question de monsieur. Quelle rentabilité conseillez-vous à vos clients en ce qui concerne sur Lyon les logements ou des commerces? Je sais que ce n'est pas la même rentabilité. Alors ça, c'est une vaste question. Si on regarde et si on se remet sur les bancs de l'école, votre rentabilité, la rentabilité d'un actif, elle doit être à minima celle de l'inflation. Ça, c'est un peu la base. C'est quand on est sur les bancs de l'école. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, globalement, si vous voulez être cohérent avec ça, la rentabilité, mais de tous les actifs, d'ailleurs,
actions, obligations, cash et ainsi de fonds euros d'ailleurs aussi, on devrait être aux alentours des 6-7%. Bon. Est-ce qu'on y arrive là sur le type d'actifs dont parle monsieur? Ça n'existe plus, enfin, en tout cas à Lyon, Lyon Intramuros. Alors je vous rassure, l'immobilier à 7%, ça existe toujours. Simplement, c'est que, et c'est ce que je rappelais tout à l'heure, l'immobilier est un actif, l'emplacement est un risque, il faut juste savoir quel risque vous êtes prêt à prendre. C'est-à-dire que si vous allez chercher aujourd'hui une rentabilité de 7 à 8%, vous allez forcément dégrader soit la qualité de votre bien, soit la qualité de son emplacement. Après, c'est en tant qu'investisseur ou en tant que conseil de savoir si on peut se permettre. Et là, pour le coup, mon conseil, c'est de se dire, si c'est votre premier investissement, allez chercher plutôt quelque chose qui va être sur de la rentabilité à 3-4%, mais avec une valeur patrimoniale sûre, donc avec un très bon emplacement et un très beau produit. Si vous en êtes à votre 25e ou à votre 30e investissement immobilier, vous pourrez probablement dégrader l'emplacement ou dégrader la qualité du produit. Mais aujourd'hui sur Lyon, sur du premium, on était sur des rentabilités qui étaient proches de 2%, 2,5%. Et tout dépend encore une fois du volume de recours à l'emprunt dont on aura. C'est ça. Et puis tout dépend aussi de l'inflation. Quand vous aviez de l'inflation qui était proche de 0, voire 1,1, quand vous étiez sur de la renta à 2,5, c'était très bien. Quand vous avez des taux d'intérêt à 0 et que vous avez de la renta à 2,5, c'est très bien. Maintenant, quand vous avez de la renta à 2,5 et que les taux sont à 4, 5, 6%, voilà. Ouais, c'est compliqué. Merci beaucoup Stéphane Pourchet pour vos éclairages. Je rappelle donc que vous êtes directeur adjoint associé chez Erez, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon. Merci.